Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Miatsuai. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Je suppose que tout le monde parmi vous connaît Katsai, soit à travers le manga culte de Tsukasa Hojo, soit à travers la série animée qui en a été tirée et qui a bercé les fantasmes de toute ma génération quand il fut diffusé pour la première fois sur France 3. Oui, je suis vieux à ce point, et alors? Mais saviez-vous que Katsai a connu des adaptations live à travers un film dont on ne peut pas dire que les costumes étaient très fidèles, mais aussi à travers certaines adaptations officieuses, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Miatsuai, et dont nous allons voir si elle rend justice à cette série culte. Ikuzo! Le film débute par un monologue d'une des trois héroïnes qui nous présente Miatsuai. Aïe 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 aïe. Oh putain. Ça a à peine commencé et je regrette déjà les costumes de la version live officielle. Non, sérieusement, est-ce que la costumière connaît Katsai? Katsai, c'est les trois cambrioleuses les plus sexy de toute la geekosphère. Très loin devant, Selina Kyle ou Felicia Hardy. Et pour votre adaptation live, vous les fagotez comme ça? À part la rouge, qui a un costume qui lui va bien et qui met son corps en valeur, même si la jupette est un rien ridicule, les deux autres nagent dans des costumes beaucoup trop grands pour elles, et ajoutez à ça l'écharpe disproportionnée de la jaune, et, summum de l'élégance, la fermeture éclair qui remonte le long de l'arrêt du cul de la bleue. Et vous obtenez un beau... Enfin bref, on apprend ainsi que les trois membres de l'équipe sont Fuko, joué par Manaito, qui est à la fois le leader de l'équipe et une spécialiste en sport de combat, Midori, incarnée par Sora Yamada, qui est la tireuse d'élite de l'équipe, parce que contrairement à Katsai, Miatsuai n'a aucun scrupule à descendre les criminels qu'elle croise. Et enfin, Mizuki, qui, de par ses compétences en informatique, assure la logistique des opérations et qui est interprétée par Saya Irie. Oui, la Saya Irie qui jouait la petite Tsugumi dans Jigoku Shoujo. On ne le dira jamais assez, vive la puberté! Ah oui, et comme des trois actrices, Saya Irie est la plus populaire, c'est elle dont le nom arrive en début de générique, alors que son personnage est le moins utile des trois et est même celui qui a le moins de temps de présence à l'écran. À la différence des membres de Katsai, qui étaient trois sœurs qui cherchaient à récupérer les œuvres volées à leur père disparu, les membres de Miatsuai sont trois amies d'enfance qui veulent reconstituer la collection de pierres précieuses qui appartenait autrefois à un homme dont elles étaient toutes les trois amoureuses et qui a été dispersée, la collection, pas l'homme, après sa disparition mystérieuse. Cet ancien soupirant se nomme Miya Hiroshi et est interprété par Neko Hiroshi. Neko Hiro... Ok, j'ai compris. Neko veut dire chat, comme dans Cat's Eye, œil de chat. Donc là, Neko joue un personnage qui s'appelle Miya, donc au lieu de s'appeler Katsai, les filles s'appellent Miatsuai. Donc c'est drôle, donc riez! J'ai pas envie. Moi non plus en fait. Le film débute réellement par une scène de cambriolage où nos héroïnes doivent esquiver des lasers mal incrustés. J'avoue que j'apprécie le fait que le laser sous le diamant était visible avant qu'elle ne le retire, mais sans être trop flagrant, ce qui fait que l'alarme ne sort pas de nulle part et n'est pas non plus trop prévisible pour le spectateur. Ceci dit, profitez-en bien parce que c'est à peu près le seul truc que le film aura amené correctement. Nos deux héroïnes sont alors confrontées à un gardien qui résiste aux balles, mais perd tous ses moyens dès qu'il touche accidentellement le sein de l'une d'entre elles. Non, un bisou, ma faiblesse secrète. Ah, ok, en fait c'est tortue génial le mec. Elle tente de s'enfuir par le garage, mais... C'était censé être drôle, ça?
C'est l'occasion de faire connaissance avec les 3 policiers les plus acharnés à la capture de nos héroïnes. Et comme c'est une adaptation officieuse de Katsai, on a droit à une pseudo Azatani, un pseudo Toshio et à Zenigata. Zeniga quoi? Mais Zenigata est un personnage de Lupin the Third, qu'est-ce qu'il fout dans une adaptation officieuse de Katsai? Et ne venez pas me dire que c'est juste une coïncidence. C'est Zenigata. Il a le même nom, le même look, la même obsession pour les menottes. Ah oui, et vous remarquerez aussi que nos 3 héroïnes commettent leur casse à visage découvert et en plein jour. Je sais, vous allez me dire que c'était déjà le cas dans Katsai, sauf que dans Katsai, elles agissent principalement de nuit et s'efforcent de ne pas être vues. Là, tous les flics ont vu leur visage, tous les flics peuvent les identifier, tous les flics peuvent les reconnaître en les croisant dans la rue. Discrétion, 0. Allez postuler chez les ninjas de Kimensai. Pour s'enfuir, nos héroïnes font diversion avec une balle de tennis qu'elles laissent tomber sur le sol, on la voit rouler très lentement, où l'on voit les flics suivre un par un du regard cette balle. Déjà, rien que là, elles ont eu 10 fois le temps de se sauver et de récupérer le vrai bijou, mais c'est pas fini. La balle libère ensuite un flash aveuglant et un son strident. On voit à nouveau tous les flics réagir un par un avant de terminer sur un plan d'ensemble filmé au ralenti. Tout l'art de meubler 1 minute de film avec une séquence qui n'aurait dû nécessiter que quelques secondes. De même que les membres de Katsai travaillaient dans un café, les membres de Miyatsuai travaillent dans un restaurant où on peut voir des serveuses servir un cocktail à base de tabasco à un client qui fait semblant de l'apprécier. C'était censé être drôle, ça. Pendant ce temps, les membres de Miyatsuai regardent d'un air enamouré le portrait de Mia. Vous êtes en train de me dire que depuis le début, ce type se fait passer pour son propre portrait de la façon la plus flagrante possible, et aucune de ces 3 andouilles n'a percuté? Même les Total Spies auraient résolu l'affaire! Ça leur aurait pris la journée, mais elles l'auraient fait! Ah, et au cas où vous demanderiez pourquoi Mia fait cette tête-là, c'est juste que Neko Hiroshi est célèbre pour se faire photographier dans cette position-là. Ce qui correspond à peu près à la tête qu'il a dû faire en lisant le scénario. Enfin bref, elles sont interrompues dans leur rêverie par une triste nouvelle, celle de la mort de leur ami Usagi. Une mort qui aurait certainement beaucoup ému le spectateur s'il avait eu la moindre idée de qui ça pouvait bien être. Je ne plaisante pas, c'est la première fois que ce personnage est mentionné dans le film. Pendant qu'elles apprennent la nouvelle, les serveuses de tout à l'heure servent une omelette à leurs clients, la recouvrent d'une tonne de ketchup en imitant des chats, avant de lui faire avaler une cuillère entière de ketchup. Le gag était pas drôle la première fois, alors pourquoi vous nous le sortez une deuxième? Il s'avère donc que Usagi avait trouvé un travail comme soubrette chez un certain Gonosuke. Mais elle a accidentellement cassé une assiette d'une valeur inestimable, et Gonosuke en a profité pour la faire chanter, la poussant ainsi au suicide. Apprenant que l'assiette en question était fausse... Quoi? Ça n'a aucun sens, ce type voulait faire croire qu'on avait cassé son assiette pour toucher une prime d'assurance ou la faire chanter, je ne sais pas. Et pour ça, il a mis une fausse assiette à la place et attendu tranquillement qu'elle la casse accidentellement. Ça n'a aucun sens. Miyatsuai décide de venger la mort de leur ami en récupérant la vraie assiette et en prouvant ainsi l'escroquerie. Et ça tombe bien puisque Gonosuke possède également un bijou appartenant à Mia. Ok, si vous avez compris cette scène, consultez d'urgence un psychiatre. Elles envoient donc une lettre à Gonosuke pour le prévenir de leurs intentions. Du coup, Gonosuke fait appel aux flics. Du coup, elles en profitent pour droguer le faux Toshio et prendre sa place, parce que Fuko est également maîtresse en déguisement, ce qui lui permet de faire du repérage avec un manque de discrétion qui force le respect, avant de repartir en laissant les vêtements et le masque sur le vrai Toshio. Ce qui est quand même le meilleur moyen pour que tout le monde découvre la substitution. Non, vraiment, je renonce à comprendre leur conception de la discrétion à ces 3-là. Ah oui, et pendant ce temps-là, profitant lâchement du fait qu'ils sont joués par le même acteur, Zenigata drogue Gonosuke, l'enlève et prend sa place. Le tout sans prévenir ses collègues, évidemment. Après un intermède où des serveuses font boire du tabasco à leurs clients à l'aide d'une cigarette russe géante. Non, laissez tomber les gars, je vous jure que c'est pas en nous montrant ce gag en boucle qu'on va finir par le trouver drôle, vous nous aurez pas à l'usure. Pendant ce temps, Mia tente de sustenter discrètement.
Finalement, les Miyatsui passent à l'action, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Tout d'abord, Mizuki est enlevé par Tortue Géniale. Au secours, un vilain bonhomme m'enlève! Tandis que Midori et Fuko se retrouvent face à trois tueurs qui se disputent, puis se roulent des pelles avant de tirer dans le tas, et se retrouvent ensuite face à une soubrette ninja du clan secret de Konana. Si vous n'avez pas compris la blague, lisez Roll Queer, c'est génial. Après un combat horriblement mal cadré et mal monté, Midori tire sur l'assiette. Qui esquive les balles comme ça? Et puis ça servait à quoi de faire le bouclier humain devant Gonosuke si c'était pour te parer au premier coup de feu? Andouille! Donc elles ont pété l'assiette, elles enregistrent la confession de Gonosuke avec leur portable, confession qui n'a évidemment aucune valeur juridique puisqu'on sait que c'est pas le vrai Gonosuke. Ah oui, et puis vous étiez vraiment obligé de laisser l'icône son désactivé bien visible sur l'écran alors qu'on entend quand même ce qu'il dit. Bon, ça n'empêche pas les flics de l'arrêter. Ou le contraire. Seulement, coup de théâtre, Gonosuke leur révèle que Mizuki est sa prisonnière et a été attaché à une bombe à retardement, obligeant les flics et Miyatsui à conclure une trêve le temps de la délivrer. Malheureusement, Midori est gardé par Tortue Géniale. C'est vrai qu'une séquence d'action si spectaculaire méritait bien un ralenti. Heureusement, Fuko connaît le point faible de Tortue Géniale. Mizuki n'aura jamais été aussi content d'être la seule de l'équipe à ne pas avoir de fermeture éclair sur le devant. Mais même une fois celui-ci neutralisé, elle découvre qu'il leur est impossible de libérer Mizuki, et pendant que les flics partent se mettre à l'abri, elle décide de rester auprès d'elle pour partager ses derniers instants et mourir avec elle. Ce qui aurait dû donner une excellente séquence émotion qui aurait mis en valeur l'indéfectible amitié entre les trois héroïnes, mais non, à aucun moment on ne ressent la moindre émotion et on a plutôt l'impression que les Miyatsui attendent tranquillement de passer à la scène suivante, ce qui n'est pas aidé par la musique d'ambiance. Sauf que coup de théâtre, c'était une fausse bombe. Oh, et Usagi était pas morte en fait. Oh, et le photoshop débarque avec une vraie bombe Quoi? Mizuki pouvait se libérer depuis le début, mais pourquoi il s'attendait tranquillement que la bombe explose au lieu de se barrer? À la rigueur, j'aurais compris si c'était un coup de bluff pour que les policiers s'éloignent et qu'elles s'enfuient ensuite en laissant la bombe exploser. Mais non, elles attendaient tranquillement l'explosion avant de réaliser « Oh mais tiens, je pouvais me libérer hein. !» Elle récupère la vraie bombe, obligeant les flics à s'enfuir. Et même si la bombe était vraie, l'explosion, elle, fait vraiment factice. On retrouve ensuite nos héroïnes à leur restaurant, où les serveuses mettent de la chantilly sur la main de leur client avant de la lui étaler sur la figure. C'est drôle parce que c'est pas le même gag que les 3 fois précédentes. Je crois que ce film cherche à communiquer. Ok, cette fois c'est officiel, ce film a définitivement renoncé à avoir le moindre sens. Ah, et là-dessus, Usagi débarque avec le bijou qu'elles étaient censées voler à Gonosuke. Ah, et comme il fallait évidemment conclure la sous-intrigue de la disparition de Mia, ce dernier se fait repérer en revenant de son jogging, bah oui, l'acteur est marathonien, et se retrouve poursuivi par les Miyatsui, ainsi que par Usagi qui voulait aussi l'épouser. Nanana, tu m'attraperas pas,
Et tout ça se termine sur une course-poursuite façon Benny Hill. Sauf que Benny Hill, c'est drôle. Alors je reconnais qu'ils ont voulu faire une comédie loufoque, façon Sangin Ginko Mami, mais leur film n'est jamais drôle. Pour deux raisons. La première, c'est le ton choisi. Le film utilise un ton sérieux. Si ce genre d'humour fonctionne dans Sangin Ginko Mami ou dans Fire Leon, ou d'ailleurs jouait aussi Sayahirie, c'est parce que ces deux films baignent dans une atmosphère de folie, de loufoquerie, qui fait que tous ces gags s'intègrent parfaitement à l'univers. Alors qu'ici, on a du début à la fin une tonalité sérieuse, ce qui fait que ces gags ne suscitent pas l'hilarité, mais la perplexité, parce qu'ils semblent pas du tout à leur place dans un film de ce genre. Même remarque pour les acteurs. Ils sont bons, d'accord, mais ils jouent leur rôle avec un sérieux papal, là où ce style d'histoire nécessiterait au contraire un surjeu constant. Du coup, les rares à avoir le jeu d'acteur approprié se retrouvent tellement en décalage avec le reste que c'est eux qui ont l'air de ne pas être à leur place. Et le deuxième problème vient du rythme. Le film a un rythme extrêmement lent. C'est un peu comme si les scénaristes s'étaient rendus compte au dernier moment qu'ils avaient juste assez de matériel pour faire une histoire de 20 minutes, mais se sont dit tant pis, on va quand même étirer ça sur 1 heure. Et donc non seulement ils allongent jusqu'à 1 voire 2 minutes ou plus des séquences qui n'auraient dû nécessiter que quelques secondes, mais en plus elles en deviennent tellement chiantes qu'on a l'impression qu'elles durent encore 10 fois plus longtemps. Et non content de rater ses séquences humoristiques, le film rate aussi ses séquences émotions, que ce soit avec l'annonce de la mort d'Usagi ou avec la scène de la bombe. Le tout au service d'un scénario incompréhensible à force d'enchaîner plus de twists que s'il avait été écrit par un Shyamalan dopé à l'EPO. Et attention, hein, pas le genre de twist qui vous font dire « Haha, ils m'ont bien eu, je m'y attendais pas du tout à ça !» Mais plutôt « Quoi ?» En fait, tout est raté dans ce film. Les costumes sont ratés, les combats sont ratés, la musique est ratée, parce que les deux thèmes qui reviennent le plus souvent sont la version instrumentale du générique, et une musique à suspense qui consiste en 8 secondes répétées en boucle. La seule chose qui m'a empêché de couper le son pendant le visionnage, c'est qu'il n'y avait pas de sous-titres. Et enfin, comble du comble, le menu est raté. C'est pas une blague, c'est à ça que ressemble le menu de ce DVD. Ce film est un championnat du monde de plantage artistique. Enfin, au moins celui-là, personne viendra me le voler. Johnny. Je vous l'avais dit que c'était encore plus saoulant avec les paroles.